Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 18e rendez-vous simulation. Donc nous sommes ensemble, pour 1 heure, donc jusqu'à 14h30 et nous avons, le plaisir aujourd'hui, d'accueillir, le professeur Henriot, donc qui est, professeur des universités et praticien hospitalier à l'hôpital de Poitiers et puis plus précisément, médecin référent aux urgences pédiatriques et aussi, spécialiste en simulation. Et à ce titre, il a participé à la mise à jour, du guide, de bonnes pratiques de la HAS avec ce nouveau chapitre sur la simulation et l'éthique. Donc sujet, dont vous êtes venu nous parler, aujourd'hui, professeur Henriot et un grand merci à vous, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci à Marie-Christine Moll et Jean-Claude Grand-Henri de m'avoir un petit peu poussé vers cette participation, notamment dans l'équipe de la HAS. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'éthique m'a toujours intéressé et c'est pour cette raison, comme beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'urgences et de réanimation, à un moment donné, on se pose des questions sur ce que l'on fait. Et j'ai eu l'occasion de passer une thèse de bioéthique à Paris Descartes il y a une vingtaine d'années. Donc c'est tout à fait, je dirais, agréable de vous présenter quelque chose qui va être je dirais, le résultat d'un tas de réflexions qui sont à la fois anciennes et nouvelles et qui vont permettre d'illustrer finalement la pratique de la simulation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, dites-moi. On voit bien votre écran, tout fonctionne. Ok, alors moi j'ai un, un bandeau que je voudrais faire disparaître. Attendez. Voilà. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier pour ce sujet. Et les référentiels que j'ai utilisés, eh bien, c'est le Beauchamp Childress, qui est le livre indispensable quand on veut aborder les principes de bioéthique, et puis le Code de bioéthique par la Société de simulation en santé américain, qui est aussi un livre indispensable. En plus de ça, vous verrez, il y a quelques références pour illustrer mes propos. La première chose à laquelle on doit se positionner, c'est que l'impératif, c'est la simulation, c'est un impératif éthique et moral, dans la mesure où on enseigne, mais on enseigne à des générations futures qui vont assurer la sécurité et la bonne prise en charge des patients. Et donc, on doit faire le mieux possible pour ça. Et en tant que clinicien, eh bien, on a une grande responsabilité vis-à-vis de ces futurs cliniciens que l'on va former. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui nous projette dans l'avenir et qui est un fondement à la fois sur ce que l'on doit faire, mais sur la responsabilité de ce que l'on fait. Donc c'est vraiment une éthique déontologique et une éthique de responsabilité. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les principes de bioéthique sont au nombre de 4: l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice distributive. Et curieusement, mais c'est unique, ils émanent en fait d'un fait historique. C'est le procès des médecins nazis à Nuremberg en 1947, qui ont été condamnés a priori, sans avoir de texte pour les condamner, et qui a permis de faire ressortir un certain nombre de principes auxquels ils avaient dérogé lors de leurs crimes, et qui a permis par la suite d'avoir une vision assez universelle de ce qui devait être respecté lors de la recherche médicale. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça a pris naissance, mais aussi comment ça s'est développé pour la recherche médicale. Alors, ces 4 principes, le principe d'autonomie, c'est la capacité à décider pour soi-même, et généralement, c'est à la suite d'une information exhaustive que l'on va donner son agrément ou pas. Le principe de bienfaisance, c'est que l'activité qui est proposée doit nous faire du bien.
bien au sens moral, de morale éthique des vertus. Le principe de non-malfaisance est souvent mal compris et souvent associé à celui de bienfaisance. En fait, c'est que la non-malfaisance, c'est que pour obtenir ce bien, on ne doit pas passer par un maléfice. On doit avoir directement ce bien ou alors que la balance bénéfice-risque soit toujours positive en faveur du bien. Et donc, c'est ce principe de non-malfaisance qui est important aussi. Et la justice distributive, qui est des fois appelée principe de justice, c'est en fait la distribution de ces principes pour tous, par tous. Et donc, si moi je bénéficie de quelque chose, eh bien que d'autres personnes autres que moi puissent également en bénéficier, eh bien ça a une valeur éthique pour l'action qui est engagée. Alors, ce qui est vraiment intéressant quand on parle de simulation éthique, c'est de regarder ceux qui nous ont précédés dans la simulation, c'est-à-dire tout le monde de l'aéronautique. Et les papiers de MacLeod que j'ai retrouvés il y a quelques mois, il y a 2 ans, je crois, sont assez intéressants à ce sujet. J'ai exprimé mon inquiétude croissante pour l'avenir de l'humanité et mon intention d'appliquer la technologie de la simulation pour aider à atténuer les problèmes. Cela n'a pas été facile. Entre autres choses, j'ai ressenti une grande inquiétude face au manque d'acceptation des résultats de la modélisation et de la simulation. À une époque où la complexité de la vie augmente, où les décideurs ont besoin de toute l'aide possible, l'outil très puissant qu'est la simulation n'est parfois pas utilisé, mal utilisé, ou encore les résultats de la modélisation, une fois obtenus, ne sont pas pris en compte. Et ça a été écrit en 1969. Et pour vous dire que les résistances que l'on observe actuellement, un peu moins j'espère, mais sont pas nouvelles en fait. Et donc d'imposer un changement aussi radical que celui qu'il y a eu en aéronautique dans le monde médical, eh bien ça demande des crispations, ça demande aussi de faire face à des résistances et c'est inéluctable. Alors, l'origine éthique et l'apprentissage par simulation, eh bien, ça vient de quelque chose qui est d'une éthique de la responsabilité, comme je disais tout à l'heure. Et le code d'éthique, avec ses 3 impératifs, garder les patients, les apprenants et les chercheurs en sécurité, prévenir les erreurs et faciliter l'apprentissage par immersion, c'est vraiment de viser tout ce qui est au sommet de la pyramide de Kirkpatrick. Donc, beaucoup d'entre vous sont familiarisés avec cette pyramide qui vise le niveau 4, symbolisé par K4 sur la diapo. Et donc, c'est une éthique de responsabilité et en même temps une éthique déontologique, le devoir de faire quelque chose. Alors, la méthode qu'on a utilisée pour cette présentation, eh bien, elle repose sur la déclinaison de ces 4 principes de bioéthique pour les différentes situations. Et donc, c'est l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice distributive, appliquée pour les différents acteurs, mais également des situations particulières qu'on va voir. Et le groupe de relecture, le groupe de travail a relu l'ensemble de cette contribution euh, avant de la finaliser dans les bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Alors, quels sont les principes éthiques de la simulation? Euh, quand il, Par exemple, pour la bioéthique des soins délivrés aux patients, ou la bioéthique pour le formateur, pour l'apprenant en simulation et pour le patient simulé, c'est ce que l'on va voir successivement. Qu'en est-il de la bioéthique appliquée aux patients? C'est ce qui est le plus simple et c'est ce qui est le plus retenu, c'est donner les meilleurs soins possibles selon les dernières données de la science. Principe d'autonomie, eh bien, il a été réactivé par la loi du 4 mars 2002, une des lois Kouchner, avec ce doublé information-consentement. Information de la formation des soignants, de la supervision par un senior pour les juniors, le droit du refus sans préjudice, la simulation in situ peut gêner mais pas au détriment des soins, et une indépendance commerciale de toutes les prescriptions qui sont faites. Et donc là, on est dans finalement le principe de respect du principe d'autonomie pour les patients dans le cadre du déploiement de la simulation et leur consentement. La bienfaisance, eh bien, c'est le bénéfice pour le patient. Jamais la première fois sur le patient. L'augmentation des performances des soignants qui est
validé par le niveau 2 de Kirkpatrick, le changement de leur pratique professionnelle. Et c'est bien démontré qu'ils ont une meilleure adhésion aux recommandations internationales, et c'est le niveau 3, le changement des pratiques professionnelles, et l'amélioration des conditions de santé des patients avec une baisse de la morbidité, des complications, des aggravations, et donc le niveau 4 de Kirkpatrick. Et donc ça, c'est tout à fait au bénéfice pour les patients, avec en même temps, comme l'ont prouvé l'équipe de Chicago, Barsuk et McGaggy, une diminution du coût de la santé qu'on a appelé le niveau 5 de Kirkpatrick. Et donc, c'est aussi au bénéfice du patient, parce que si on fait des économies de santé, ça sera réparti sur d'autres champs et ça bénéficiera au patient. Le principe de non-malfaisance, c'est de ne pas passer par un maléfice ou d'avoir un rapport bénéfice-risque toujours positif. Donc, comment on peut avoir ça? Eh ben, c'est le respect des timings cliniques, le ratio de personnel, la distribution des soins, et de façon à avoir toujours, en fait, pour le patient, des personnes qui soient formées en simulation. De prévenir le mixing quand on fait de la simulation in situ. On va en reparler, c'est un risque, et donc il faut arriver à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir un maléfice lié à cette pratique de la simulation in situ par un mélange à la fois, je dirais, du matériel et des consommables utilisés pour la simulation et utilisés pour les patients. Qu'en est-il de la justice distributive? Ça veut dire que tous les patients devraient pouvoir bénéficier de personnel formé en simulation. Alors, c'est un vœu pieux, mais c'est quand même notre objectif. Et les soins délivrés par le personnel formé doivent être délivrés à tout patient, sans aucune distinction. Ressources, religion, opinion, ethnie, âge, mais aussi le jour et de nuit. Et donc, ça veut dire former le personnel de nuit pour le bénéfice des patients. Donc, c'est voilà le principe de justice distributive. Donc, en résumé, pour le patient, c'est de recevoir les meilleurs soins possibles. Pour l'autonomie, c'est l'information et le consentement avec une politique de service directement, je dirais, euh, engagée dans la simulation. Le principe de bienfaisance, c'est la simulation comme impératif moral et éthique. Donc, simulation contribue au fait de recevoir les meilleurs soins possibles selon les données actuelles de la science, jamais la première fois sur le patient. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours une fois où l'action est faite en dehors du patient. Ça veut dire qu'il y a une naissance d'une pratique qu'on appelle la pratique préclinique. La non-malfaisance, eh bien, ça concerne essentiellement la simulation in situ avec le risque de mixing, donc une prévention de ce risque, et qui ne doit pas se faire, cette simulation in situ, aux dépens de la prise en charge clinique des patients. Et la justice distributive, c'est pour tous, dans tous les cas, pour tous les soins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'avoir en face de soi des professionnels de santé formés par simulation. Qu'en est-il de la bioéthique maintenant appliquée aux formateurs? Eh bien, c'est donner le meilleur apprentissage possible dans le domaine de la santé aux étudiants, aux apprenants, afin qu'ils développent de meilleurs soins plus humanistes pour éviter les erreurs, les éléments indésirables et minimiser leurs conséquences, et ainsi rendre la pratique médicale plus sécuritaire pour les patients. Et donc, c'est de prendre un relais pour viser le patient. Et là, c'est tout à fait important de considérer que l'apprenant, eh bien, c'est la façon, je dirais, l'intermédiaire absolument nécessaire quand on vise le patient. Alors, le principe d'autonomie va faire face à un certain nombre d'obstacles. Le premier, c'est la résistance au concept simulation par toutes les instances décisionnelles, hôpitaux, universités, formations professionnelles, un petit peu comme ce que décrivait McLeod. Le deuxième, eh bien, c'est tous les industriels et les sociétés commerciales qui nous entourent et qui vont nous contaminer et qui vont faire que notre jugement ne sera pas indépendant de leur publicité, de leur pression. Et le troisième, eh bien, c'est les grosses concurrences qu'il y a entre toutes ces sociétés commerciales qui vont faire des propositions alléchantes avec la capacité et qui vont nous mentir facilement
pour nous dire si vous achetez tel ou tel produit, eh bien, vous ferez de la simulation. La simulation, ça, c'est pas un produit, c'est vraiment une conception pédagogique et ça n'a rien à voir avec le commerce. Donc, il faut arriver à comprendre ces obstacles et arriver à s'en libérer. Et paradoxalement, le fait de ne pas avoir de choix nous libère d'une certaine façon de cette pression commerciale. Et là, il y a un bon exemple, c'est celui finalement des simulateurs qui ont été achetés par les facultés pour les écos sur une liste qui a été définie par le gouvernement et donc qui nous permettait de nous affranchir complètement des pressions commerciales. Le principe de bienfaisance, c'est la facilité avec laquelle on peut mener à bien ces formations sans obstacle, en fait, et que ces formations puissent montrer un net bénéfice pour les acquis des participants. Donc ça va dépendre énormément de la culture simulation qu'on a, eh bien sûr, que les acteurs eux-mêmes développent, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont intégrer les textes législatifs qui leur permettent de développer la simulation? Est-ce qu'ils les promeuvent? Est-ce qu'ils les développent? Est-ce qu'ils les intensifient et tout ça dans leur secteur, dans leur ville, dans leur région, dans leur pays également? Donc les connexions que l'on peut avoir, les modalités d'application de ces textes qui prévoient l'utilisation de la simulation dans l'apprentissage des professions de santé. Donc le développement également dans chaque pays de l'apprentissage par simulation. Donc on voit que la bienfaisance, elle va dépendre de décisions politiques. La non-malfaisance, c'est d'arriver à résoudre des conflits d'exercice professionnel. Le premier, c'est le temps personnel du formateur dédié à la simulation. Et bien souvent, et d'ailleurs le début de la simulation en santé est passé par, je dirais, ce conflit à couteau tiré, hein, parce que ça se faisait sur le temps personnel des professionnels, que la simulation s'est installée dans les différentes unités et a pu prendre place. Et donc là, maintenant, c'est impossible de pérenniser ce système-là et il faut bien comprendre que ce temps de simulation, de prendre pédagogie par simulation, c'est un temps professionnel et que ça ne peut pas se faire sur le temps personnel des acteurs. Et donc, il faut l'identifier comme tel, il faut le comptabiliser par l'employeur, il faut que ça soit rémunéré et que ça ne soit pas sur la fatigue et, je dirais, le compte du professionnel. Le deuxième, c'est le conflit qui est le conflit de la simulation in situ, c'est-à-dire la balance entre qu'est-ce que l'on fait pour le mannequin, qu'est-ce que l'on fait pour le patient. Balance avec la prise en charge des vrais patients. Et donc souvent, la limitation des moyens en personnel des unités va entraver la simulation in situ, et c'est normal. On va toujours donner le bénéfice aux vrais patients par rapport aux mannequins, bien sûr. Mais on peut le prévoir autrement. Et il suffit d'aller à Boston pour voir comment ça se passe dans les hôpitaux de Harvard. Eh bien, là, les chambres, les box sont construits pour la simulation de façon indifférenciée par rapport aux chambres et aux box dédiées aux patients. Et donc, il y a dans chaque unité une pièce dans laquelle la simulation prend part et elle prend part très, très régulièrement. J'ai eu la chance de visiter les urgences pédiatriques et la réanimation pédiatrique à l'hôpital de Boston pour enfants. Et ces structures-là fonctionnent tous les jours avec la possibilité d'avoir des simulations pour chaque professionnel une fois par mois. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire de voir chaque professionnel d'unité passe une fois par mois en simulation. Et donc, il y a à la fois une intensité de cette je dirais, cette formation qui est pour tout le monde et en même temps, elle est inhérente à l'intérieur de l'unité clinique et elle fait partie de la vie de cette unité clinique et elle est complètement intégrée comme partie prenante du temps de travail. La justice distributive pour les formateurs, eh bien, c'est d'avoir accès à la pédagogie par simulation pour les formateurs et les formations de formateurs en simulation, et ça pour tout le monde. Ça dépend des pays, des cultures, des mentalités et malheureusement, il y a encore beaucoup de pays où cet accès à cette pédagogie fait défaut.
Je vais donner quelques exemples. Il y a des initiatives qui ont été développées dans les pays en difficulté. La première, c'est le Malawi en 2013, donc déjà, ça date, par International Pediatric Simulation Society au Malawi, avec des mannequins low cost, des aides cognitives et des formations de formateurs, et qui a permis de diminuer la mortalité pédiatrique. Et donc, c'était la mortalité infantile dans ce pays parce qu'il n'y avait qu'un seul pédiatre et il fallait pouvoir former énormément de personnes. Et puis, le deuxième qui a été publié et qui est vraiment prend date au Ghana, Rwanda, en Indonésie et au Népal, c'est Help Baby Breathe. Donc, cette méthode qui a été instituée de réanimation du nouveau-né à la naissance dans les conditions de ces pays-là, euh, aidé par l'association américaine, l'Académie américaine de pédiatrie, le Haut Commissariat aux Nations Unies et sponsorisé par l'AERDAL et qui a permis de diminuer la mortalité néonatale également. Et puis, il y a d'autres initiatives plus modestes dans un autre registre. Il y a par exemple, la simulation en chirurgie, elle est assez difficile et il se trouve qu'à Poitiers, on a développé un modèle de simulation qui est assez intéressant pour la simulation chirurgicale, qui est le modèle SimLife, sur un corps reperfusé reventilé et qui donne un très bon réalisme et qui permet d'avoir beaucoup de pratiques pour les chirurgiens, c'est-à-dire ça saigne, on a une coloration, on a une texture, une consistance des tissus qui est tout à fait réaliste et qui permet de réaliser donc aux chirurgiens des pratiques diverses avec une bonne approche qui ressemble beaucoup à ce qui se passe au bloc opératoire. Eh bien, il y a dans certains pays, l'accès au corps est totalement interdit et donc il y a eu cette possibilité sur les 3 dernières années de former, à plusieurs occasions, je crois que c'est à 3, au moins 2 reprises, je crois que c'est 3, des équipes de chirurgiens libyens qui sont venus par trentaine en fait, à Poitiers, passer 15 jours au laboratoire, de simulation pour être formés, sur ce modèle de simulation. Donc on a, heu, la possibilité de former plus de personnes et il faut essayer de résoudre ces problèmes parce que l'outil simulation est un outil qui est extrêmement pertinent et donc ne pas avoir accès à cet outil peut être préjudiciable pour les patients. Donc, en résumé, pour le formateur, c'est donner le meilleur apprentissage possible donc dans le domaine de la santé, pouvoir initier des programmes de simulation sans résistance ni contrainte, vivre dans un univers institutionnel avec une culture de simulation, ne pas avoir de conflit d'exercice spatio-temporel ou du temps dédié à la simulation, c'est le temps de travail, un accès universel à la pédagogie par simulation pour tous les formateurs et des règles de bonne pratique de la simulation déontologique et une éthique de responsabilité pour atteindre le plus élevé niveau de formation de l'apprenant dont on a la responsabilité. Passons maintenant à la bioéthique appliquée à l'apprenant. Donc, donner le meilleur apprentissage possible dans le domaine de la santé aux étudiants afin qu'ils développent les meilleurs soins plus humanistes pour éviter les erreurs, les événements indésirables, minimiser leurs conséquences et ainsi rendre la pratique médicale plus sécuritaire pour les patients. Et ça, c'est la visée éthique du développement de la simulation pour les apprenants. Il y a énormément d'éléments qui concernent l'autonomie. Et donc l'information et le consentement indispensables sur le respect du code de déontologie par les formateurs. L'information et le consentement indispensables sur le contexte, les règles de la simulation, le lieu, si c'est in situ, le type, est-ce que c'est programmé, c'est inopiné. Sur le briefing, on va parler de quoi? Simulation, simulateur, scénario. Sur les différences possibles entre ce qui existe en simulation et ce qui existe dans l'unité clinique. Et la nécessité d'une implication comme pour un vrai patient, le contrat tacite, pour suspendre le doute qu'il peut y avoir avec le matériel utilisé en simulation. L'utilisation d'intrus, des bugs, soit involontaires, c'est d'informer qu'il peut y avoir des bugs involontaires, notamment informatiques, qu'il peut y avoir des événements extérieurs non annoncés dans le scénario, mais volontaires,
pour se rapprocher de la réalité issue de la famille, ou avoir un freinateur, ou utiliser une violence verbale, ou faire dysfonctionner un appareil, voir la mort du simulateur, patient simulé, on va en reparler. Donc tous ces éléments-là, c'est extrêmement important de pouvoir les présenter et d'avoir le consentement des apprenants là-dessus. De même, l'utilisation des données personnelles pour la vidéo, eh bien, de savoir si on va la garder, si on va la détruire et si elle est gardée, à quoi va-t-elle servir? Est-ce que c'est une utilisation locale, nationale, internationale, pour la formation, pour la recherche? De même, il y a des montres connectées, des QCPR pour la mesure de la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire ou des questionnaires, pareil. Qu'allons-nous en faire? Et donc l'apprenant doit être absolument informé et consentir à l'utilisation ou de ces données-là. L'indépendance de tout intérêt commercial, et donc là, c'est vraiment, la loi anti-cadeau et l'assurance de l'aspect éthique du modèle. Le patient simulé, bon, l'acceptation de son rôle, ce que l'on va faire sur un modèle comme le modèle SimLife ou bon là, c'est légiféré par, la loi du 27 avril 2022 et les pièces anatomiques animales, de savoir exactement, comment c'est géré, comment c'est légiféré. La bienfaisance, eh bien, elle repose pour l'apprenant sur les règles de neutralité, de respect, de confiance mutuelle, de confidentialité et surtout la bienveillance. Mais la confidentialité est extrêmement importante également. D'avoir un scénario qui est adapté au niveau de cet apprenant, de façon à ne pas le mettre en échec, donc juste à la limite de sa zone de confort, mais ça veut dire aussi que ce scénario doit lui procurer une zone dans laquelle il va pouvoir progresser. Donc ça veut dire qu'il faut que cette zone, elle soit sécuritaire, légèrement un pied en dehors de sa zone de confort, sinon ça servirait à rien, où là, il va pouvoir avoir la possibilité de déployer sa pratique avec, je dirais, la probabilité d'avoir des erreurs médico-techniques ou non médico-techniques qui pourront être débriefées par la suite. Et donc ça, il faut bien lui expliquer et avoir son consentement là-dessus. Il faut qu'il y ait un réalisme, et ce réalisme, il va répondre, bien sûr, du niveau 1 de Kirkpatrick, réalisme de l'environnement, du modèle, du scénario, pour se rapprocher au plus proche, finalement, de la vie clinique, donc de fonder ces scénarios sur des histoires, vécues et de savoir aussi que quand on va immerger, finalement, l'apprenant dans cette simulation, ces éléments de réalisme, qu'on appelle les éléments de fidélité, ça va être l'environnement, le modèle, le scénario, et l'immersion dans le cadre psychologique du scénario. Et c'est tout ça qui va donner une validité au scénario de simulation. La bienfaisance, c'est aussi le bénéfice pour l'apprenant qui est fondé sur le débriefing respectueux, non offensant et pertinent. Souvent un débriefing par bon jugement, et donc ça impose la formation de formateur. La satisfaction qui va être liée, en fait, bien sûr au réalisme et à la possibilité d'interagir avec le modèle, le patient simulé, le mannequin ou un vidéo game ou le modèle SimLife. Et donc ça va être le niveau 1 de Kirkpatrick, mais aussi la possibilité de progresser et d'avoir acquis un certain nombre de compétences supplémentaires, de savoir-faire supplémentaires, de compréhension supplémentaire, de confiance en soi supplémentaire, d'attitude supplémentaire, et donc de progresser. C'est le niveau 2 de Kirkpatrick. La non-malfaisance, c'est que en fait, tout ce bénéfice pour l'apprenant ne passe pas par un rapport bénéfice-risque qui soit déficitaire pour lui, qu'il n'y ait pas un maléfice. Ça veut dire ne pas piéger l'apprenant, ne pas lui mettre un scénario trop difficile, ne pas le mettre en difficulté, ne pas le mettre finalement dans une situation inextricable, et donc ne pas avoir l'intention de le mettre en échec. Et donc, cette intention-là, si on l'avait, eh bien, on risquerait de perdre en authenticité, et donc ça serait vraiment dommage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour tester un système
mais qu'il peut y avoir, à cette occasion, une tension éthique entre le bien pour l'apprenant et bien pour l'institution. Donc, il faut ménager cette tension éthique, on aura l'occasion d'en reparler, et on peut être amené, dans certains cas, à avoir une certaine insatisfaction de l'apprenant pour son bien. Et donc, c'est une balance de risque, c'est-à-dire il sera peut-être un petit peu frustré, mais il aura appris énormément de choses et donc le bénéfice l'emportera. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Ne pas générer d'émotions négatives parce que voilà, on risque d'avoir une perte d'authenticité également si on a des émotions négatives pour l'apprenant. La non-malfaisance, eh bien, c'est ne pas décevoir l'apprenant également. Donc, ce risque de perte d'authenticité ou la sécurité psychologique des apprenants. Je vais vous donner un exemple. La mort du simulateur, eh bien, on sait très bien qu'un patient qui fait un arrêt cardiaque dans les unités d'urgence ou de réanimation, c'est assez fréquent. Euh, je parle de l'adulte. Et c'est moins fréquent chez l'enfant, mais ça existe aussi. Et chez l'adulte, en fait, les capacités de récupération sans séquelles sont vraiment très rares, n'ont rien à voir avec ce qui est présenté dans les séries télévisées. Et donc, si on fait survivre ce simulateur ou ce mannequin, eh bien, on perd en authenticité par rapport à la réalité clinique. Mais si on le fait mourir, eh bien, on risque d'altérer psychologiquement les apprenants. Donc là, on a une balance de risque et donc il faut ménager ça. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec Guillaume Aligné sur cette balance de risque, où on s'est dit qu'on pouvait, dans certains cas, eh bien, avoir euh, la possibilité de décevoir l'apprenant avec une excellente intention pour lui, de façon à ce qu'il apprenne quelque chose. Et donc, même s'il est déçu, frustré, avec une note de satisfaction qui est très faible, en fait, il n'est pas satisfait de la simulation, mais au moins il a appris quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis face à quelque chose qui reproduisait bien la réalité. Qu'en est-il de la justice distributive? Eh bien, c'est que pour tous les apprenants, ils doivent bénéficier du même enseignement par simulation, que ce soit les groupes, les promotions, et donc des ressources humaines sont absolument nécessaires pour pouvoir faire ces simulations. Et donc ça, c'est vraiment la difficulté de monter une task force en simulation, d'avoir des espaces suffisants. On arrive quand même à gérer ça. L'organisation, c'est un petit peu plus difficile, mais on se débrouille pas mal. C'est surtout les ressources humaines en termes de formateurs qui est toujours difficile à réaliser. Et c'est ça qui va permettre la reproductibilité de l'outil simulation. En conclusion et en résumé pour l'apprenant, c'est de recevoir le meilleur apprentissage possible dans le domaine de la santé avec une information exhaustive en pré-briefing et briefing, le contrat de fiction sur les intrus, la mort du simulateur, le droit à l'image, le son, les data, le consentement de cet apprenant, mettre en place une zone de confort pour apprendre et viser finalement le niveau 1, 2, 3 de Kirkpatrick. La non-malfaisance, c'est même s'il y a une perception parfois négative, échec ou mort de mannequin, eh bien les erreurs sont le siège d'apprentissage bénéfique et c'est toujours avec un rapport bénéfice-risque positif, et ça pour tous les apprenants, et donc avec suffisamment de ressources. Qu'en est-il pour le patient simulé? Eh bien, la visée éthique, c'est de permettre d'accroître le réalisme d'une simulation dans le but de mieux former les professionnels de santé en les menant dans des situations, dans un environnement très réaliste, puisque le modèle, eh bien, c'est plus un mannequin, c'est un humain. Et tout ça dans un environnement contrôlé au sein duquel l'apprenant peut faire des erreurs sans que cela soit dommageable au patient et par là même développer des compétences techniques et de communication. Et ça, beaucoup mieux qu'avec un mannequin pour la communication. Alors, l'autonomie, eh bien, c'est la liberté pour le patient simulé de choisir ou non un scénario. Il y a des prestations physiques, auscultations, palpations, qui peuvent demander d'être dénudées, relationnelles,
verbale, des fois l'usage de la violence verbale, l'information préalable exhaustive sur le nombre de scénarios, combien de temps de pause entre chaque scénario, quel est le contenu de ces scénarios, accepter de passer par une formation, le droit à l'image également, et l'évaluation. Je vais vous donner 2 exemples pour bien saisir les limites. Il existe des formations avec patients simulés pour l'apprentissage des touchés pelviens. Vous comprenez bien les limites que ça peut représenter. Et bien sûr, il y a des patients simulés qui sont des acteurs de simulation lors des annonces de mauvaises nouvelles, notamment l'annonce d'un cancer de façon répétée. Et la publication sur ce sujet montrait que le patient simulé avait reçu plus de 400 fois l'annonce du même cancer. Donc, pose un risque psychologique vraiment prégnant. Principe de bienfaisance pour le patient simulé, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d'avoir un espace où s'habiller, changer de costume, un sas pour pouvoir rentrer et sortir dans son personnage, entre 2 scénarios par exemple, un espace de convivialité, pouvoir prendre un verre, pause café. Les bénéfices pour le patient simulé, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, il peut y avoir un bénéfice, de participer à l'amélioration des compétences des professionnels de santé. Attention à ce que ça ne soit pas un vengeur masqué non plus. Le développement personnel d'un autre champ de l'art théâtral pour les comédiens, qui est qui n'est pas de l'art théâtral, parce que c'est un risque aussi, l'art théâtral, mais qui est un rôle pour un acteur qui va être un petit peu différent et qui doit rentrer dans le cadre de la simulation en santé. Et puis une rémunération correcte avec des défraiements corrects pour le temps à la fois de préparation et le temps passé. Le principe de non-malfaisance, eh bien, pour un patient simulé, c'est d'éviter l'insécurité. Donc l'insécurité, elle est surtout psychologique. Mais elle peut être aussi physique, notamment l'exemple des touchés pelviens. Donc cette protection psychologique, elle va veiller d'abord à ne pas réveiller un certain nombre de choses douloureuses dans l'histoire personnelle du patient simulé, qui peuvent interagir avec les scénarios, mais qui peuvent aussi, je dirais, présenter un mal-être pour le patient simulé. Donc là, il y a aussi quelque chose d'éthique, une tension éthique qui va naître au niveau de l'embauche. Heu, Qu'est-ce que l'on doit savoir du passé médical des patients simulés embauchés? Jusqu'où aller? Hem, on pourra éventuellement répondre aux questions. Évaluer l'impact de la fréquence de ces simulations sur le psychisme et donc l'annoncer un cancer plusieurs fois. Alors il y a quelques mois, j'ai fait une formation en simulation d'annonce de mauvaises nouvelles pour former les médecins d'un grand centre de cancérologie en France. Et lors d'une journée, avec une actrice, une comédienne professionnelle, on a fait 7 scénarios de simulation. 7 scénarios dans la journée, il y en avait 3 le matin, 4 l'après-midi. C'était tous des cancers et voilà. Donc à la fin de l'après-midi et même entre chaque scénario, j'ai pris soin de m'assurer en fait de la bonne tenue. Alors je connaissais bien sûr cette comédienne depuis longtemps et je savais, ce qu'elle était capable de faire, mais malgré tout, il faut vraiment s'inquiéter du bien-être après chaque scénario et de la façon dont on peut se déroler d'une telle fréquence, de ces, on pourrait dire, agressions qui sont des annonces de cancer comme ça répétées, 7 dans la journée. Donc c'est quelque chose qui, mérite d'être, vraiment suivi lors d'une journée et puis, au moindre doute d'offrir un soutien psychologique si on pense que c'est nécessaire. La justice distributive, ça serait la diffusion en fait de la possibilité d'avoir des patients simulés dans ces formations-là et quand on parle d'annonces
de mauvaises nouvelles, eh bien, on sait très bien que le bénéfice de la simulation, il existe dans ce champ-là et que malheureusement, beaucoup de centres n'ont pas encore développé cette capacité pédagogique et donc ça serait vraiment intéressant de pouvoir avoir une diffusion nationale dans ce cadre-là. Maintenant, il faut un budget pour ça. Et c'est les écoles, de santé et les facultés n'ont pas ce budget actuellement. Néanmoins, il y a une voie qui a été ouverte par les ECOS, parce que plusieurs doyens de faculté ont lancé des campagnes de recrutement de patients simulés, que les patients simulés, existent, rattachés à des facultés ou d'autres structures, que ça soit université, hôpital ou, l'un ou l'autre ou joint et qui permettent d'avoir, alors c'est souvent sur le mode du bénévolat, donc c'est à moindre coût, mais qui permettent d'avoir finalement accès à cette pédagogie par patient simulé. Donc, en résumé, pour le patient simulé, c'est d'augmenter le réalisme de la simulation pour améliorer l'apprentissage. Ça mérite une information exhaustive sur ce qui est possible, prévu, et ce qui ne l'est pas, sur la participation au débriefing et le consentement du patient simulé. Un espace de travail, la satisfaction au projet, au développement personnel et une rémunération pour la bienfaisance. Et la non-malfaisance, c'est d'assurer sa sécurité psychologique, notamment l'annonce, les nombreuses simulations qui vont se succéder. Et la justice distributive, c'est pour tous possible. Le devoir de se former et d'accepter d'être évalué, c'est aussi une, une exigence éthique de responsabilité. Alors, quelques cas particuliers de l'éthique en simulation, et on va finir par ça. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, la mort du simulateur, la recherche en simulation, les tissus biologiques utilisés en simulation, l'enseignement de la bioéthique et la simulation numérique. Alors, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, eh bien, on en parlait tout à l'heure, donc c'est une exigence éthique de l'évaluation des apprenants. On ne peut pas se fier à une évaluation subjective et donc on doit mettre en place des outils objectifs pour évaluer les apprenants. On ne peut pas progresser si on n'a pas une mesure objective de l'évaluation. Et donc, comme on l'a fait pour les compétences techniques, médico-techniques, eh bien, il faut arriver à développer des outils d'évaluation et il y a de je dirais, nombreuses pistes qui sont possibles, notamment avec les acronymes SPIKES, EPIS et DRAM qui permettent de construire ces échelles-là. Il faut former les évaluateurs pour cette évaluation. Et puis le deuxième volet, c'est la sécurité psychologique des apprenants et bien sûr, on vient de parler des patients simulés, mais les apprenants aussi. Donc de ne pas proposer cette formation à des novices, de progresser dans cet apprentissage, d'anticiper les difficultés en rapport avec cette participation à cette simulation et être prêt à toute difficulté lors d'une simulation. Et donc là, il y a des choses à envisager, à anticiper. La mort du simulateur, la population d'apprenants, jamais sur les novices et les débutants, parce qu'il y a vraiment un impact affectif et un impact émotionnel trop puissant. Les modalités pédagogiques et éthiques, c'est l'information en amont du curriculum de ces apprenants sur cette possibilité d'obtenir leur consentement. Et puis, juste avant, donc le scénario où cette possibilité existe, eh bien de leur dire qu'il y a des actions critiques qui sont en lien avec la survie ou non du patient, du mannequin, et d'obtenir leur consentement pour ça. Et lors du débriefing, eh bien, qui doit toujours se faire avec beaucoup d'empathie, de, de leur préciser qu'il y a peut-être eu une déception ou une frustration, mais c'est lié à une action critique qui n'a pas été réalisée, mais que cette action et cette situation étaient tellement proches de la réalité que ce qu'ils vont pouvoir tirer de ce débriefing, c'est d'apprendre de cette erreur et que ce sera un bénéfice pour eux et qu'il y a toujours une balance bénéfice-risque positif pour eux. La recherche en simulation, eh bien, c'est comme toutes les recherches cliniques, elle doit suivre toutes les obligations de la recherche clinique,
avec du code de déontologie de la simulation, avec information consentement. Et un point particulier, c'est que on a l'habitude, pour prouver le bénéfice de quelque chose, de faire une étude randomisée contrôlée. Mais si la simulation est l'intervention, on aura un groupe sans simulation. Il y aura un groupe sim plus, un groupe sim moins. Et donc actuellement, ça ne paraît pas éthique d'avoir un groupe sans simulation. La simulation étant tellement utile, et donc il faut dans le projet de recherche pouvoir inclure soit un groupe sim plus à T1 et l'autre aura un groupe sim plus, fera de la simulation à T2 et donc devoir des temps différés, mais en fait tous les groupes doivent passer par la simulation. Et donc d'analyser soit pendant le projet de recherche, soit au décours de la recherche, de proposer au groupe qui n'a pas eu la simulation de pouvoir bénéficier du même protocole et du même apprentissage par simulation. Enfin, le dédommagement des inconvénients de la recherche. Alors, la recherche peut se faire avec des prélèvements sanguins, urinaires, de sueur, de salive, des holters. Nous, on a fait des holters portés pendant 24 heures. En plus, il fallait pas fumer, pas mâcher de chewing-gum, donc ça peut poser des problèmes pour certains. Avoir des sensors sur soi, des questionnaires à remplir. On avait 4 questionnaires chaque jour, donc c'était un peu difficile. Donc tout ça, c'est rarement un dédommagement financier, c'est plutôt un dédommagement par un accès à la plateforme de simulation. L'utilisation des tissus biologiques, je vais aller assez rapidement, c'est le respect du contexte législatif sur le sujet, les différents décrets, et l'enseignement de la bioéthique. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est une des visées de l'utilisation de la simulation, c'est-à-dire une forte exigence éthique puisque on est en simulation et on va pouvoir développer un apprentissage sur l'éthique biomédicale. L'avantage, c'est que l'éthique étant une situation, une discipline qui est complètement abstraite, on va utiliser des mises en situation où il y a des tensions éthiques et on va pouvoir apprendre des choses en mettant les apprenants dans ces situations-là, qui sont concrètes. On va pouvoir développer chez eux la perception de ces tensions et pouvoir débriefer avec un débriefing qui sera un débriefing, je dirais, assez ouvert aux différentes pratiques, aux différentes cultures et qui sera extrêmement intéressant où tout le monde apprendra. Enfin, la simulation numérique, eh bien, c'est pas tellement de savoir, est-ce que le bien, comme tout progrès technologique, est-ce que c'est pour notre bien, comme, l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour notre bien? Et donc ça, c'est l'éthique de la vertu. On peut en douter, on peut y croire, voilà. On peut aussi se demander s'il n'y a pas des effets secondaires et si on n'a pas un principe de non-malfaisance qui serait nausée, vertige, comme la réalité virtuelle et tout ça. Mais le principe qui risque d'être le plus bafoué, c'est bien l'autonomie. Qu'est-ce qui va se passer parce qu'on n'est pas au contrôle de tout et donc le contenu, les datas enregistrées, les algorithmes suivis, tout ça, qui est le propriétaire de tout ça? Qui exploite toutes ces données? Et donc on est soumis à un risque, qui est un risque, d'abus en fait, de dépossession de ces éléments-là à des fins malveillantes ou financières. Et donc là, il y a vraiment à être très, très prudent dans le développement de cette simulation. Des questions qui sont en suspens. Est-ce que les enseignements par simulation sont le siège des valeurs éthiques? Est-ce qu'on a dans ces enseignements une éthique de la vertu, une éthique du soin, un humanisme qui va se développer? Et puis, à mon avis, la plus intéressante des questions, c'est comment les étudiants transfèrent-ils les valeurs éthiques de l'enseignement par simulation dans leur pratique clinique? Et donc, c'est derrière l'apprentissage qu'on vise le patient. Donc, derrière l'apprenant, on vise le patient, mais on vise aussi tout l'environnement qui entoure ce patient, c'est-à-dire la pratique clinique dans les services. En conclusion, la bioéthique a été initiée pour la recherche à partir je dirais, du procès de Nuremberg, mais c'était la recherche médicale, et donc c'était au bénéfice des chercheurs, puis ça s'est vraiment élargi pour tous les professionnels de santé en s'appliquant aux patients, et il nous paraît vraiment important d'étendre cette vision à toutes les personnes qui participent à la pédagogie par simulation en santé,
et de voir les modalités particulières de son utilisation. Bien sûr, jamais la première fois sur le patient, c'est vraiment le paradigme de l'éthique. Et les autres aspects nous paraissent également importants, qui permettent en fait de développer une conscience de la meilleure pratique de la simulation pour le plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à vous pour votre présentation sur ce sujet passionnant de l'éthique appliquée à la simulation et puis qui met bien en lumière, je trouve, et puis qui structure le nécessaire questionnement à avoir sur les pratiques, mais aussi ces pratiques en simulation. Et j'imagine que vous avez peut-être des questions ou que vous souhaitez partager un commentaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir vos caméras et d'allumer vos micros pour pouvoir poser ces questions, ou bien vous avez également le chat si vous préférez. Donc, on vous donne la parole. Euh, Solène Rive, si vous voyez des questions sur le chat, vous pouvez les Bien sûr, noter j'en pour me fais les... le Voilà, relais. Oui, oui, merci, oui, pas de merci. souci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais, Bon, écoutez, moi, je donne la parole au professeur Gouin qui est non, à moi, côté de moi. je vais bien commencer. D'abord, merci beaucoup, Denis, pour cet excellent exposé, parce que je crois que tu es précurseur indiscutablement, et le sujet que tu as parfaitement travaillé pose beaucoup, beaucoup de questions. Alors, moi, j'en ai quelques-unes. La première, j'ai lu le week-end dernier un que tu as peut-être lu aussi, un document écrit par les jeunes chirurgiens viscéraux qui est, c'est assez confidentiel, mais qui parle de leur formation. Et évidemment, ils encensent la simulation en santé. Je crois que les chirurgiens apprécient énormément. Le problème, c'est qu'ils pointent du doigt l'absence de temps disponible pour le faire, l'absence d'encadrement, et on peut le comprendre, et également l'absence non pas, enfin de temps, mais surtout d'ouverture des centres de simulation pour leur permettre de travailler quand ils veulent, etc. Donc ma première question était, quelle est ta vision là-dessus? Que je sais bien, je connais tous les problèmes de disponibilité et des formateurs, voire même des internes, mais est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Et éventuellement si tu as une ou deux pistes de solutions. Bah, merci Jean-Claude pour ta question. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez universel. En tout cas en France, on le retrouve un petit peu partout. Pour la chirurgie, je ne sais pas trop comment ça se passe en Amérique du Nord, par exemple, mais j'aimerais bien faire la comparaison. Euh, et tu as raison de pointer du doigt le fait qu'il y ait une absence de temps pour faire finalement une pratique par simulation comme ça pour les internes de chirurgie, par exemple, et que quand ils ont ce temps qui est libéré, finalement, ils ne sont pas tellement encadrés, ils sont peut-être laissés par eux-mêmes, notamment sur les pelvic trainers, mais même au-delà du pelvic trainer, ils vont aller eux-mêmes techniquer sans avoir toujours le feedback nécessaire d'un senior. Et les locaux disponibles ne sont pas aux heures à laquelle ils sont disponibles également. Et donc ça, je crois que c'est vraiment un frein. Tout ça me fait pointer du doigt quelque chose, c'est que en fait, la simulation a explosé dans notre pays sans qu'on ait les ressources humaines pour la cadrer et la diffuser correctement. Et donc là, très clairement, il y a un manque d'internes, ça c'est clair, parce que les internes, s'ils étaient plus nombreux, certains pourraient aller en simulation et d'autres continueraient à faire les soins cliniques. Et donc, ils pourraient avoir des rotations parce qu'il y a beaucoup d'internes qui ne peuvent pas se déplacer au centre de simulation parce qu'ils sont pris, et c'est toujours la balance entre la clinique qui prévaut sur la formation, ce qui est, à mon avis, un dilemme absurde puisqu'on ne peut pas continuer à pratiquer en clinique sans être formé. Et donc, il faut résoudre ce point-là par plus d'internes et il faut résoudre le point par le développement d'une task force en simulation. J'y ai insisté tout à l'heure, mais peut-être pas assez,
Parce que c'est ça, à mon avis, le bas qui blesse là. C'est vraiment, en fait, la formation de formateurs qui est encore insuffisante. On a l'impression qu'on a monté une marche, mais il en reste 2 ou Ouais, 3 à monter. Et ok. donc, là, il y a vraiment un énorme effort à Ouais, faire ouais, pour avoir, et notamment dans la chirurgie, parce que la chirurgie, c'est peut-être une discipline où finalement les chirurgiens ne voyaient pas trop au départ l'intérêt de la simulation, et puis d'un seul coup se sont mis à avoir cet engouement pour la simulation, mais trop peu sont formés, en ouais. fait. Alors, la question, je vois que Céline Longo du CESU 44 à Nantes a fait une remarque intéressante. Peut-être qu'elle peut prendre la parole. Oui, alors j'ai eu la chance de visiter le centre de simulation du CHU de Toulouse, là, à Purpan, la semaine dernière. Et ils ont une salle de simulation dédiée à la chirurgie, donc avec des pelvis trainers, etc., qui est juste à l'entrée du centre et qui est ouverte en fait aux internes de chirurgie H24, avec un contrôle Ouais. d'accès badgé qui permet de tracer qui y passe, et sachant qu'ils ne rentrent pas dans le reste du centre de simulation, quoi. Mhm. Et du coup, ça leur permet voilà, de venir s'entraîner quand ils veulent. Après, ils s'entraînent pas forcément avec une supervision ou voilà, Oui, c'est ça, ouais. D'accord. c'est la limite du système, hein. Mais en termes d'accès au Mhm. simulateur, en fait, du coup, ils ont un accès Ça peut être entier. une solution parmi d'autres, hein, vous avez raison, hein. On l'avait évoqué un moment, mais c'était trop compliqué justement à cause de risques de dérapage, etc. Mais l'idée de mettre une salle indépendante, et oui, oui, ça, moi je trouve que c'est une idée intéressante qui peut servir, oui, Et vous avez il raison. disait que, alors je sais plus depuis combien de temps, je crois que ça fait 2 ans qu'ils ont cette salle ou quelque chose comme ça, j'ai plus exactement en tête, mais que bon, ils n'ont jamais eu De souci. de dérapage et de soucis en fait. D'accord, d'accord. Ouais, c'est un bon exemple, hein. Oui, 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 c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon Bah, j'en ai d'autres, moi. est-ce que vous avez d'autres questions? Jean-Claude, vous Alors, êtes parti sur Denis, votre j'ai une lancée. question qui me paraît, le temps est limité, mais j'ai une question très importante à te poser. Concerne l'évaluation. Parce que tu sais sans doute que les internes, reprenons les internes de chirurgie, mais pas que, bien sûr, on peut les évaluer assez facilement, entre guillemets, sur leur performance, j'allais dire. Et moi, dans ma carrière de simulateur, j'ai vu beaucoup d'internes de chirurgie qui étaient vraiment extrêmement, enfin beaucoup, un certain nombre qui étaient malhabiles. Et la question qui se pose, comment faire pour éthiquement, pour dire à quelqu'un qu'il est peut-être pas forcément. Enfin, alors, évidemment, on me dit souvent, oui, mais attends, ça peut être sur des. Mais quand c'est répétitif, quand on suit quelqu'un pendant 2 ans, par exemple, et qu'on s'aperçoit que quand même les performances, entre guillemets, ne sont pas excellentes, et donc je rejoins ça avec ta comparaison avec l'aéronautique. J'ai eu l'occasion aussi, ben, comme tu sais, de travailler avec l'aéronautique. Et j'ai le souvenir d'un pilote Air France, un jeune pilote Air France qui manifestement avait passé les étapes successives, mais avait des gros problèmes, et en particulier par exemple pour l'atterrissage, ce qui est embêtant pour un pilote. Et au départ, ils étaient bienveillants, mais assez rapidement, ils l'ont pas été. Ils l'ont pas été et ils l'ont exclu. Il a même fait médecine après, pour te dire. Donc, donc, mais c'est La quelqu'un extrêmement chirurgie. brillant. Mais bon, voilà. Donc, la question qui se pose, et je te parlais des internes de chirurgie tout à l'heure, on le voit rapidement, euh, un jour ou l'autre, et ils le font dans le nucléaire, ils le font dans le un jour ou l'autre, il va falloir quand même être pas forcément toujours bienveillant avec nos étudiants. Et on commence à le voir d'ailleurs avec les Écosses. J'ai participé à des séances d'Écosse il y a quelques temps. Il y a vraiment des étudiants qui sont pas bons, quoi. Et donc, bon, voilà, c'est une réflexion générale, mais éthiquement parlant, comment vois-tu les choses évoluer? Eh bien, euh, je les vois évoluer avec, je dirais, la montée de l'évaluation sommative et sanctionnante. Et donc, c'est de l'évaluation formative, on arrive maintenant de plus en plus à l'évaluation sommative, voire sanctionnante.
Et ces éléments-là ne doivent pas devenir des tabous, en fait. Oui. Ne doivent pas devenir des tabous. Et donc, on peut développer, alors on a une vision temporelle qui peut varier, c'est-à-dire que si un apprenant, voire un professionnel, se retrouve avec une évaluation qui est inférieure à ce que l'on attend pour la prestation médico-technique donnée, on peut réinclure dans son bagage pédagogique une formation complémentaire pour lui permettre d'avancer et de pouvoir s'améliorer. Et donc, et ça demande une adaptation et une compréhension de ce qui s'est passé pour, à la suite de l'évaluation pour dire, bah là, il y a besoin de faire quelque chose de plus pour cette personne-là. L'idée développée par l'équipe de Chicago, c'est de se dire que tout le monde est possible d'atteindre l'objectif, mais à des temps différents. Et donc, cette façon de voir est assez universaliste, elle est assez bienveillante pour tout le monde. Elle est pas sanctionnante, en fait. C'est une évaluation sommative en utilisant un outil qui est comme un vrai coup près, hein, c'est le Minimal Passing Score. Mais quand on est en deçà de ce Minimum Passing Score, eh bien, on repasse et on prend le temps qu'il faut pour repasser. Mais en tout cas, on n'a pas obtenu son diplôme. Et donc, alors après, est-ce qu'on peut pousser ça plus loin en se disant, bah, au bout de X fois, finalement, est-ce qu'il ne faut pas changer de direction? Donc là, la question est posée et je pense que après c'est un petit comité pédagogique qui doit pouvoir avoir une discussion en tête à tête avec l'apprenant pour lui dire bah, que par rapport à tous les critères attendus pour cette pratique de chirurgien, bah, il y a un tel élément, tel ou tel ou tel autre qui sont attendus et que les résultats montrent qu'après autant d'essais, autant de formations, eh bien l'apprenant est en dessous des attentes pour tout. Voilà. Et donc, que ça pose le problème de se diriger dans cette voie parce que les conditions ne sont pas requises lors de la formation et lors des résultats de cette évaluation. Ça peut pas, à mon sens, il faut y aller, je dirais, doucement. Et il faut y aller en répétant les formations. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des apprenants qui, comme les évaluations, c'est vraiment circonstancié, hein, c'est aujourd'hui à cette heure-là, on sait que quelqu'un peut être stressé, quelqu'un peut avoir des problèmes, quelqu'un peut être en difficulté et donc on peut échouer à une évaluation. En revanche, si on le repasse plusieurs fois et que finalement on a un feedback, on a un backup de learning et qui nous permet de renforcer notre apprentissage. Après, si après avoir renforcé cet apprentissage, on est toujours en difficulté, là, ça traduit quand même quelque chose qui mérite d'être souligné par un collège pédagogique vis-à-vis de l'apprenant. Alors, je vois une main levée parmi les participants. Miguel, si vous voulez poser la question. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Rio, pour votre présentation remarquable. Je Oui, vous en prie. pour prolonger la question de Monsieur Ganry, il y aurait probablement, et là je m'appuie sur Beauchamp et Childress, il y aurait probablement une forme de malfaisance à ne pas prévenir l'étudiant de ses fragilités. Et je pense que, et ça vaut pour les externes comme pour les internes en clinique comme en simulation, je pense qu'il y a une forme de courage et d'honnêteté des enseignants à faire passer des messages pour ne pas engager des étudiants dans des voies qui ne seraient pas tout à fait adaptées à leurs compétences. Mais avec évidemment toute la bienveillance du monde. Il ne s'agit pas d'être violent ni brutal, mais pour l'avoir vécu après quelques 30 années d'enseignement, ça passe les messages. Et globalement, les étudiants nous sont reconnaissants d'une forme de franchise et d'honnêteté. Mais C'est pas une qualité de tous les enseignants, ça, monsieur. Mais je pense que vous avez totalement raison et Oui. ça, je me souviens d'une anecdote où finalement j'avais un jeune interne il y a longtemps de ça, hein, il y a une vingtaine d'années, qui était son premier semestre en pédiatrie et qui ne supportait pas l'admission d'entrée en néonatologie admise par le SAMU et ne pouvait pas supporter. Et en fait, à chaque fois qu'on le cherchait, on ne le trouvait pas. Et il était quelque part tétanisé, des fois en train de pleurer,
et donc qui ne supportait pas ça. Et donc, au départ, on le cherchait, on n'avait pas réalisé à quel point ça le mettait en difficulté. Et donc, au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais il y a un vrai problème. On l'a traqué, on l'a suivi, on l'a cherché, on a vu dans quel état il était. Et là, je me rappelle lui avoir dit, je pense que tu n'es pas fait pour la médecine, en fait. Je pense que tu n'es pas fait pour la médecine. Alors, ça a été un choc pour lui. Bon, il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres choses. Mais du coup, il s'est réorienté et il fait le droit de la santé, il est juriste droit de la santé. Et donc, il a bénéficié de toute cette formation initiale et il s'est réorienté sur quelque chose où l'exposition au stress, aux patients et tout ça, eh bien, il en était prévenu parce qu'il n'avait pas cet énorme stress qui l'envahissait à chaque fois et qui le paniquait. Il était complètement paralysé devant les situations aiguës comme ça. Donc, je suis d'accord avec vous, pouvoir annoncer quelque chose, même si c'est déplaisant, peut être au bénéfice donc de l'étudiant, de l'apprenant, et lui faire un certain bien, on pourrait dire. En revanche, il faut le faire avec beaucoup de précautions et donc avec une certaine bienveillance à son égard. C'est tout à fait important, ça. Merci. Écoute, juste une question rapide, parce que Allez-y. que j'ai seul à côté de moi qui dit l'heure dépassée, mais rapidement, éventuellement, pour en discuter ultérieurement, ce qui concerne, tu as parlé des industriels. Et tu as dit juste titre, par exemple, pour les Écosses, il y a une décision ministérielle qui n'était pas optimale d'ailleurs, comme tu sais sans doute, parce que certains matériels choisis n'étaient pas de qualité et se sont usés très vite. Donc, la question que tu as abordée un petit peu, c'est les industriels du numérique. Actuellement, comme c'est, je travaille un peu là-dessus. Et les industriels du numérique nous rendent captifs, en fait. Parce que nous, on n'est pas capable de faire des choses de grande qualité en numérique. Et tu as parlé de l'intelligence artificielle également. Donc, cette question éthique avec eux est difficile. On a fait un groupe de travail, comme tu sais, avec la Sopra Sims, associant médecins simulationnistes, comme on dit, et industriels de la simulation, mais on se heurte quand même assez rapidement à des questions éthiques. Et donc, il faudra peut-être que tu nous creuses un peu ce sujet pour qu'on puisse trouver des solutions acceptables par tout le monde. Et voilà, je voulais évoquer ça avec toi. Je pense que tu as raison. Et on est tout petit face à un monde qui a Oui, beaucoup d'outils et oui, qui est une vraie montagne. Et donc là, il faut être extrêmement prudent quand on avance. Ouais. oui, exactement. Eh bien, alors, vous avez des remerciements dans la session commentaires pour votre présentation. Et puis, bah, un grand merci du coup à vous d'être venu avec nous aujourd'hui pour nous parler d'éthique en simulation. Le replay sera bientôt disponible et puis bah, on vous donne rendez-vous, nous, le mois prochain, le 23 octobre, pour un nouveau rendez-vous simulation. Et bah, bon après-midi à tous. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Avec Merci à plaisir. toi, Denis. Merci à tout le monde.